Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Qui n'a jamais rêvé de travailler chez Apple, Patagonia, Hermès, Netflix, Decathlon, Spotify ou encore YouTube ? Il y a des marques que l'on affectionne particulièrement pour leurs engagements, leur univers, la qualité de leurs produits ou encore l'utilité de leurs services. Mais est-ce qu'aimer une marque est une bonne raison pour y postuler ? Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui connaît mieux que personne ce qui se joue entre l'attachement qu'on a pour une marque et la réalité qu'on découvre quand on y travaille. J'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Benoît Thieb, directeur du recrutement et de la marque employeur d'une entreprise dont vous avez forcément quelque chose chez vous. J'ai nommé IKEA. Avec Benoît, on a décidé d'ouvrir un sujet qu'on n'a encore jamais abordé sur le Tilt. Est-ce qu'aimer une marque, c'est une bonne raison pour y postuler ? Avec lui, on détricote tout ça. La différence entre vivre une marque en tant que client et vivre une marque en tant que futur collaborateur. Comment comprendre ce qui se passe vraiment derrière le logo. On parle aussi des pièges dans lesquels on tombe quand on postule simplement parce qu'on aime une marque. Et on discute également de comment IKEA repense ses métiers, sa communication et son expérience candidat et expérience collaborateur. Préparez-vous, cet épisode pourrait bien changer votre manière de postuler aux marques que vous aimez. Et vous n'emprunterez plus les dédales des magasins IKEA de la même manière. Bonne écoute! Bonjour Benoît. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Et merci de l'invitation. Je suis ravie de te recevoir à mon micro. On s'est rencontrés, on a co-animé une conférence lors de la semaine de la QVT là, cette année, donc on s'est rencontrés comme ça. Et en fait, on a beaucoup de sujets en commun sur les sujets du recrutement, des trajectoires de carrière. Donc je me suis dit que c'était une super idée de te recevoir sur le Tilt aujourd'hui. Et ensemble, on va aborder un sujet qu'on n'a jamais abordé sur mon podcast, qui est: est-ce que aimer une marque, c'est une seule bonne raison pour y postuler ? Donc, on va creuser tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, Benoît, qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît ? Et c'est une super question qu'on m'a jamais posée, je crois, en podcast. Donc, c'est original d'introduire comme ça. Et au final, mon travail ne me définit pas. Donc, merci de poser cette question, en tout cas. Donc moi je suis Benoît Thieb, j'ai 39 ans, pas petite mais une fille de 14 ans, passionné de plein de choses. Je pense que je suis passionné de la curiosité. On pourrait parler généalogie, on pourrait parler astrologie, on pourrait parler art, on pourrait parler photo, théâtre, opéra, métal, rap, et beaucoup de musique. Et voilà, et passionné de sport. Et du podcast, mais ça, on en parlera peut-être plus tard ou un autre jour. Et donc, qu'est-ce que tu fais au milieu de toutes ces zones de curiosité, de passion, etc. Qu'est-ce que tu fais professionnellement ? Alors, aujourd'hui, moi, je travaille chez IKEA, qui est une petite boîte start-up qui propose que tu montes ton meuble toi-même. Je bosse depuis 3 ans et demi sur le poste que j'occupe aujourd'hui au sein de la DRH. Et en fait, je suis directeur du recrutement et de la marque employeur. Avant de ça, j'ai passé 4 ans et demi sur des postes de contrôle de gestion et en magasin et au siège. Donc en tout et pour tout, ça fait 8 ans que je travaille chez IKEA. Et avant ça, j'ai un
un passif chez Decathlon pendant presque 10 ans, où je suis rentré vendeur temps partiel étudiant et je suis resté jusqu'au métier de directeur magasin. Voilà, après, aujourd'hui, chez Ikea, moi, le rôle, c'est d'avoir une vision opérationnelle sur le recrutement et une vision communication sur la marque employeur, avec ce pavé de valeur et ce pavé d'image de marque dont on va parler, qui est hyper, hyper important. Donc, tu es un professionnel des marques que les Français adorent, en fait. C'est un peu ça, ta marque de fabrique. Je ne sais pas si je suis un professionnel, mais en tout cas, je les éprouve. Trop bien. Alors du coup, on va se poser la question ensemble, aimer une marque, est-ce une bonne raison d'y postuler? Mais avant de vraiment comprendre un peu les composantes de cette question et puis qu'on utilise Ikea, que tu connais très bien comme use case pour détricoter un peu tout ça, je me demandais, c'est quoi les marques que tu aimes toi en tant que consommateur et que tu les aimes tellement que potentiellement tu pourrais postuler chez eux? Il y en a une que je cite à chaque fois et en réalité, le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu le sujet du moment ou ma croix du moment. Mais il y en a une que je cite systématiquement, c'est Patagonia. Je pourrais citer Picture ou ce type de marque de vêtements, pour ceux qui ne les connaissent pas, mais qui ont un engagement vis-à-vis de la planète qui est assez fort. Et la dernière fois, j'ai commandé chez Passengers aussi. Okay. Je me suis totalement fait avoir par les pubs Insta, mais même ADN que Patagonia, à tel point que tu reçois le sachet, donc là c'était une polaire, je reçois la polaire dans un sachet, et sur le sachet, expliquer comment le recycler au mieux. Et c'est que des fringues qui sont soit recyclées, soit sur lesquelles on pousse le développement de la seconde vie, etc. Et en fait, c'est pas forcément une cause sur laquelle moi je suis hyper, hyper engagé, mais je trouve ces valeurs de marque et de voir jusqu'où ils sont capables d'aller suffisamment fortes pour me dire, demain, si je devais chercher du boulot, j'irais voir s'il y a des offres et voir ce qu'ils font en tant qu'entreprise. Et après, il y a du Apple, des grandes boîtes comme ça qui attirent pour d'autres raisons, plus pour le dynamisme. Ouais. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Bien. Ouais, Patagonia, c'est une boîte qui a une culture d'entreprise très singulière, et Yvon Chouinard, le fondateur, il a travaillé ça. C'est un des pionniers, en fait, dans les sujets de la culture de boîte. Totalement, donc, et ça se ressent dans les produits qui vendent, quoi. Il y a un vrai, et tu as raison, il y a un vrai état d'esprit derrière le produit. Exactement, ouais, c'est ça. Trop cool. Moi, j'ai réfléchi un peu aussi à la question. En fait, c'était pas une question simple. Je l'ai mise dans ma trame d'interview. Après, j'étais en mode, bon, réfléchis bien. Et j'en ai 3 qui me sont venues. La première, ce serait Live Nation, parce que j'adore les concerts. Ok. J'y vais beaucoup. Parfois, je vais voir des artistes que je connais pas, juste parce que j'aime l'expérience du concert. Donc, je pense que ça pourrait vraiment m'amener à aller sur leur page carrière pour regarder ce qu'ils ont comme post ouvert. Je pense que ça, ce serait la première. Ensuite, je me suis dit Spotify. Je suis une énorme consommatrice de musique, donc j'y passe énormément de temps. Je suis moi-même podcasteuse, donc Spotify, j'ai poncé le sujet depuis que j'ai mon podcast. Et ouais, c'est la première app, tu vois, que j'ai sur mon téléphone. Donc je pense que Spotify. Et la dernière, c'est une marque qui est beaucoup plus niche. C'est Les Others, tu connais? Du tout. En gros, c'est un média français sur des sujets d'outdoor et de nature. Et en fait, ils ont plein de produits différents. Tu vois, ils ont un énorme podcast, mais qui fait des millions d'écoutes, où ils vont interviewer des gens qui ont des parcours incroyables d'outdoor. Leur baseline, c'est aventure et mésaventures en pleine nature. Donc, il y a des trucs de fous dans leurs histoires. Et ensuite, ils ont plein de produits, genre ils ont des cartes pour aller randonner en France, à l'étranger. Enfin, moi, je suis une super consommatrice. Dès qu'ils sortent un truc, j'achète. Donc, je pense que ça pourrait me faire cliquer sur la page carrière aussi. C'est drôle, parce que c'est que du service, c'est pas de... Ouais. Mais en fait, j'ai cherché, et dans le retail, tu vois, par exemple, je sais pas s'il y a une marque que j'aimerais assez pour me dire « Ah, là, je les aime tellement que ça pourrait me plaire. » Ou alors, ce serait peut-être des trucs un peu niche, mais des toutes petites boîtes, quoi. Et c'est marrant, parce que du coup, on prend un peu d'avance sur le podcast, mais qu'est-ce qui c'est le fait que ce soit du retail, et t'as tout de suite les à côté du retail qui viennent te couper dans l'envie, ou c'est la marque qui est pas assez forte? C'est une très bonne question. Je pense que déjà, je suis pas une énorme consommatrice. Tu vois, je suis pas fan de marques absolument. Ou alors, ça va être... tu vois, par exemple...
Il y a une boutique qui vend des affiches dans le 10e à Paris que j'adore. Mais c'est pas une entreprise. Enfin, c'est une entreprise parce que c'est une boutique, tu vois, et qui font ils font une curation d'artistes que j'adore. Mais je pourrais pas bosser chez eux, c'est petit, tu vois. Il y a pas de marque de retail où je me dis... Ou alors je l'ai pas trouvée, mais je te le dirai si je la trouve. C'est vrai que moi, il faut que je réfléchisse. Mais quand tu as commencé à donner le nom de Live Nation, j'ai pensé à une autre boîte qui est de service, c'était Spotify aussi. Mais je pense que je suis formaté aux boîtes du retail. En tout cas, dans le premier jet des boîtes, ou en tout cas de produits physiques. C'est vrai que Spotify est assez attirant aussi. Mais ouais, c'est intéressant, je trouve, de se questionner, tu vois, sur nos modes de consommation et les marques qu'on adore pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser derrière en termes de structure. Et du coup, toi, qui travaille chez Ikea, qui est une marque très, très, très aimée des Français, mais j'imagine aussi de plein d'autres pays étrangers. C'est quoi les éléments d'attraction de la marque Ikea que tu entends le plus dans les entretiens ? Je pense que c'était une des questions les plus dures à préparer. Alors que c'est mon métier justement de communiquer sur la marque employeur. Mais pour parler de chiffres, ou en tout cas de sondages, on a un sondage qui sort tous les ans en interne, qui est lancé par Ikea. Le groupe vient interviewer des consommateurs dans tous les pays du monde et nous donne leur restitution à peu près sur l'été. Je n'ai plus le chiffre exact, mais on a souvent un nuage de mots qui arrive dans les milieux de slide. La question est, si vous deviez parler d'Ikea en tant qu'employeur, quel mot utiliseriez-vous ? Et le gros du nuage, qui est un placard au milieu, c'est « je ne sais pas ». Ah ouais ? Et aujourd'hui, c'est aussi notre challenge, nous, parce que, et c'est d'autant pour ça que c'est intéressant d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est qu'IKEA, tout le monde connaît. J'en rigole dans la présentation à dire que c'est une start-up suédoise, etc. Mais Ikea, tout le monde connaît. Là, on est dans les bureaux d'Iemanja, on a discuté. Mais ce qu'on m'a dit, c'est Ikea, on fait appel à vous pour les cuisines. Et au final, ce qu'on entend le plus dans les entretiens, ça va être cet aspect de produit, aspect d'expérience client qui va vite ressortir, d'attachement à la marque. Et donc, au-delà de l'aspect de client et de l'achat, ça va être quand j'étais petit, mes parents me mettaient au Smoland dans la piscine à boules. Et donc, il y a cet aspect émotionnel qui rentre en compte très, très fort chez Ikea. C'est souvent les premières bibliothèques, les premiers bureaux, les premiers apparts aménagés avec Ikea. Donc, il y a cet affect très, très, très important pour Ikea. Et pour autant, si ce n'est les métiers de la vente qui sont vraiment en proximité avec le client, les métiers éventuellement de la relation client qui sont les derniers qu'on voit. Si je te cite les métiers de la logistique, les métiers de la restauration, c'est des choses où, un peu comme l'exercice qu'on a fait avant sur les marques, c'est un truc, si tu réfléchis, tu vas dire oui, il y a peut-être ces métiers-là, mais de prime abord, tu vas pas forcément avoir le réflexe d'y penser. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de métier qui est très peu connu chez Ikea ? Et dans tous nos magasins, on a des architectes d'intérieur, qui est un métier qui en lui-même est connu. Est-ce que on se dit que chez Ikea, il y en a peut-être pas ? Mais tu vois, ça, c'est... Enfin, quand tu le dis, ça m'étonne pas. Et en même temps, ça m'étonne parce que je me dis, c'est quand même l'ADN d'IKEA que d'aller de suivre le parcours et de découvrir les scénographies, quoi. Ouais, et à la fois, tu vois, donc moi, quand j'ai été chassé, je n'ai pas postulé, j'ai été chassé sur Ikea. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, ok, c'est cool parce que vous allez au bout. Et à la fois, moi, je venais de Decathlon où on faisait tout nous-mêmes. Il n'y avait pas de grosse scénographie. Par contre, l'été, tu as le showroom, le camping. L'hiver, tu as de la mise en avant sur certaines choses. Et ça, on faisait tout nous-mêmes. Donc, j'avais un biais, moi, qui me faisait me dire, ça doit être les vendeurs qui le font. Et un peu ce côté métier unique que je pouvais avoir chez Decathlon et que tu as dans beaucoup de boîtes du retail. Ouais, je comprends. Et en fait, nous, on a 365 métiers chez Ikea France.
Et du coup, tu as vraiment des spécialistes. Tu as des gens qui font de la planification et qui assistent les responsables de service, les responsables de département sur la planification, mais qui vont plus loin, qui vont sur des aspects d'indicateurs de productivité, de bonnes ressources au bon moment. Chez Decathlon, c'est le responsable de rayon qui faisait sa planification. Oui, il regardait les chiffres. Par contre, il avait aussi tellement de choses à faire qu'il n'allait pas dans tout ce détail. Ouais, je comprends. Et du coup, c'est intéressant. Tu vois, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises qu'en fait, finalement, c'est pas si noir ou blanc, tu vois, ce qu'on entend dans les entretiens et qu'il n'y a pas des marronniers un peu sur les sujets qui reviennent. Donc, trop intéressant. Et est-ce que, du coup, dans les personnes de ton équipe ou alors plus largement dans les 365 métiers que vous avez chez Ikea, est-ce que vous avez déjà remonté certains décalages qu'il peut y avoir entre l'image qu'ils avaient en étant clients avant de rentrer dans le groupe et la réalité, en fait, qu'ils vivent en interne une fois embauchés? Je te dirais systématiquement et dans les deux sens, dans les choses positives et dans les choses négatives. J'ai un exemple en tête, c'est l'arrivée de quelqu'un qui, sur la communication, il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc quelqu'un qui est quand même au fait des messages qu'on peut passer, de nos convictions et de nos actions. Et donc au bout de 6 mois, j'ai un café avec elle et elle me dit... je voyais pas tout ce que vous faisiez. Donc plutôt aspect très positif et à la fois sur l'aspect, je sais pas si c'est négatif, mais en tout cas de surprise. On peut avoir l'idée qu'IKEA, et ça fait partie de nos valeurs de simplicité et que tout est fluide, etc. Et ça l'est dans un sens, mais on a une culture du consensus qui est très forte. C'est-à-dire ? Ça veut dire que les décisions se prennent très collectivement. Mais ce qui impacte des circuits de validation qui sont différents que si tu prends la décision très rapidement et de façon assez descendante, ça veut dire peut-être plus de réunions que dans certaines boîtes. Et ça, pour certains, on peut s'y retrouver. Et pour d'autres, non. Donc c'est pour ça que je dis c'est ni positif ni négatif, ça va dépendre de la personne. Mais c'est pas quelque chose que tu vois, justement, quand tu as ta casquette de client, de consommateur, où tu te dis, le parcours, il est un peu labyrinthique, mais c'est quand même assez fluide. Et dans notre quotidien, il y a certaines choses où tu peux ne pas te retrouver là-dedans de façon transparente. Ouais, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, je me projette en tant que cliente. Forcément, j'ai déjà consommé Ikea. Et c'est ça, c'est ce qui, en tout cas, à mon sens, ressort de l'expérience. C'est-à-dire que tu sais où sont les magasins, tu sais que tu vas pouvoir te garer, tu sais exactement ce que tu dois faire. Ensuite, c'est indiqué, c'est simple. Et quand tu dis qu'il y a 365 métiers derrière, parce qu'effectivement, ça doit être une structure d'entreprise énorme. Et quand tu mentionnais là, la culture de la décision, c'est-à-dire comment on prend des décisions, bah ouais, effectivement, ça doit pas être si simple que savoir que la Calax, elle est en E12, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tout est millimétré, je dirais, lorsqu'il s'agit des techniques de commercialisation et d'opération. Il y a une vraie culture de l'optimisation, même si on en a encore vraiment sous le pied. Ouais. Et c'est ce qui est fou. Mais quand tu sais que la hauteur des palettes sur lesquelles arrivent les produits, donc c'est des palettes qui sont fines en carton, donc pour faciliter le recyclage, mais surtout pour optimiser le volume dans le camion. Ah ouais. On n'est pas sur des palettes bois qui sont un petit peu plus hautes, mais du coup, on avait trop d'air perdu dans le camion. Donc, en termes d'optimisation des coûts, en termes d'optimisation de l'empreinte carbone, c'est ce type de choses-là qui sont calculées. Quoi. La logistique doit être énorme, j'imagine. Mais tu vois, et à côté de ça, tu te dis pas forcément qu'on a des entrepôts. Ah ouais ? Tu l'entends souvent, ça ? Ah oui. D'accord. Ah oui, très clairement. Alors qu'on a 6 plateformes logistiques maintenant. On va en ouvrir une très très grosse sur Limay pour faciliter aussi le transport fluvial. Mais c'est pas... Encore une fois, tu vas réfléchir, tu vas te dire « Ah bah oui, ça me paraît évident maintenant que tu le dis. » Et pour autant, ils pourraient faire venir d'autre part de leurs usines de fabrication en direct ou des choses comme ça. Ouais. Mais là, tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que c'est quand même on met le doigt sur un premier élément de... En fait, quand tu es consommateur et que tu te projettes dans une entreprise, il faut comprendre le business. Il faut comprendre le business model. Et c'est très, très important
de pouvoir avoir des informations, soit données par l'entreprise, mais aussi par plein de canaux sur lesquels on reviendra plus tard, mais de se dire, oui, t'es client, mais derrière tout ça, c'est toute une entreprise et un écosystème business qui vit et qu'il faut comprendre en fait les rouages de tout ça, quoi. Exactement. Mhm. Et c'est l'enjeu pour l'entreprise de pouvoir l'expliquer sans l'alourdir au candidat, parce que sinon tu lui mets des tartines d'explications et le candidat il n'a pas envie de lire tout ça, d'autant plus que on postule de plus en plus sur le téléphone, donc c'est compliqué de tout dire. Et néanmoins, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. Tu vois, l'histoire des réunions, encore une fois, c'est pas positif, c'est pas négatif. C'est qu'il y a des gens pour qui ça va être vraiment problématique parce qu'ils n'arrivent pas à être dans plus d'une demi-heure de réunion par jour. Moi, souvent, j'en parle avec des potes entrepreneurs qui me disent « Ouais, putain, ta journée, je fais que des réunions. Non, je fais du management et je fais de la gestion de projet. Oui, la forme, c'est une réunion, mais... Oui, mais tu vois, ces gens-là n'arrivent pas à se projeter. Il y en a d'autres pour qui c'est pas un souci. C'est évident presque. Ouais. Mais je pense que c'est bien de pouvoir communiquer sur le fonctionnement de l'entreprise, à quoi ressemble ta journée type concrètement, et pas dans des grandes lignes et des phrases de mission que même nous en interne on comprend pas, quoi. Ouais. Et est-ce que toi tu vois dans les chiffres, dans le nombre de personnes qui postulent, que c'est une marque très aimée du grand public? Est-ce que ça se ressent dans le nombre de personnes qui postulent derrière? Alors ça se ressent, comme je peux t'en parler, ça se ressent chez du Decathlon, du Leroy Merlin, du Métro. Et je peux en parler parce que j'ai beaucoup d'échanges avec mes homologues de ces boîtes-là. Donc il y a quand même un lien de cause à effet entre l'entreprise est attractive ou aimée par les Français et derrière les candidatures. Je pense que les métiers du retail aussi font que sur des métiers essentiels, des métiers de terrain, tu viens quand même driver un grand flot de candidatures. Nous, on a 220 000 candidatures à l'année. Decathlon, Leroy, je crois, sont à 300, 350 000. France. Ah ouais. Okay. Donc, oui. Et après, dans les échanges aussi avec les candidats, c'est ce que je te disais, on a quand même beaucoup ah oui, j'ai une bibliothèque ou j'ai... Donc, il y a ce côté affectif dont je parlais qui rentre très vite dans les échanges. Ok. Et c'était la même chose pour Decathlon, j'imagine. Decathlon, on me disait beaucoup, je suis passionné de sport parce que c'est plus évident. C'est vrai qu'IKEA, nous, on est plutôt sur la passion de l'aménagement d'intérieur, la passion de vivre à la maison. Et c'est ça qu'on va rechercher, au-delà de recruter sur les valeurs. Decathlon, c'est un petit peu plus, je dirais pas facile, mais le sport est plus accessible en termes de passion, plus collectif et plus démocratisé. Ouais. Ok, je comprends. Mais ce qui faisait qu'on était peut-être plus sélectif, par contre, sur, ok, tu me dis que tu aimes la randonnée, mais c'est quoi pour toi la randonnée? Est-ce que c'est aller te balader ton chien? C'est une forme de randonnée, donc c'est une forme de pratique, mais en tout cas, nous, on cherchait plutôt des gens qui... vont randonner en montagne et pas forcément qui font le GR20, le Mont Blanc ou les Annapurna, mais voilà, on cherchait quand même des vraies passions et une passion autour de ça. Quoi. Ok. Et donc du coup, selon toi, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un piège pour recruter d'être une marque aimée? Alors, opérationnellement, c'est un piège. C'est-à-dire? Parce que si je prends notre cas, on a 220 000 candidatures à traiter à l'année. Donc, ça veut dire 220 000 CV à regarder, parce qu'on ne fait pas du tout intervenir l'IA aujourd'hui chez IKEA sur le traitement des CV. On a à cœur de au moins donner une réponse automatique, mais ça demande quand même un clic et de voir le CV. Donc, je dis c'est un piège opérationnellement parce que ça demande une charge de travail et donc une équipe qui est derrière. Alors, juste, je me permets du coup une question là-dessus parce que tu dis qu'il n'y a pas d'IA aujourd'hui chez IKEA. Ouais. Ça prend une équipe de combien de personnes pour traiter? Moi, j'ai 20 recruteurs qui s'occupent de tous les postes d'employés agents de maîtrise, 4 qui s'occupent des métiers de cadre, et après une équipe de management autour de ça, de 3 personnes. Ouais. Et dans ton équipe globale, vous êtes combien? On est 32. Okay. Ouais, des personnes qui s'occupent de la marque employeur et de l'amélioration des process aussi. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est quand même une grande équipe. Mais c'est très intéressant d'entendre des entreprises
aussi grosse que celle d'IKEA, de pas utiliser l'IA encore aujourd'hui. Enfin, ça amène quand même, ça dit quand même quelque chose de la culture de la boîte. Ouais, et à la fois, c'est un gros biais qui commence à s'ancrer. Il y a 6-9 mois, j'avais un after-work à la Paris School of Business. Et j'échangeais avec des étudiants. Donc, nous, on venait présenter IKEA et échanger pour donner des conseils aux étudiants. Et j'avais 2 questions qui revenaient à quasiment tous les débuts d'échange. C'était: est-ce que vous pouvez regarder mon CV, savoir s'il est ATS compliant. Donc l'ATS, c'est le système qui nous permet de traquer les candidatures, un peu le CRM du recrutement. Donc déjà, je leur disais: mais comment vous connaissez ce mot? Parce que moi, il y a 3 ans et demi, je ne savais pas ce qu'était un ATS, je ne savais pas ce qu'était la marque employeur. Donc il y a quand même une acculturation qui est faite de la part des écoles sur ces systèmes. Et donc je leur demandais: mais pourquoi tu me poses cette question? Ils me disent: pour optimiser, pour être sûr que mon CV soit lu par les systèmes, mais ne soit pas rejeté par l'IA. Ok. Alors, de 1, l'IA et les ATS, c'est 2 choses, tu peux avoir l'un sans l'autre. Et de 2, si je te prends l'exemple d'IKEA, nous, on ne fait pas intervenir d'IA. Donc, je comprends ta question, et à la fois, c'est pas, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des boîtes qui ont commencé. Disclaimer, il y a quand même des choses à cadrer et ça fait partie de l'IA Act. J'ai fait un épisode sur le sujet avec la directrice des systèmes d'information de Manpower et elle explique la pyramide de l'IA Act et effectivement c'est des données qui sont très sensibles et qui sont en tout cas en Europe sujets à un cadre qui est encore en construction mais qui va aussi définir beaucoup de choses pour l'avenir. Là, on parle du monde du travail, pour comment on va gérer les données, et notamment les données des candidats et des employés. Oui, bien sûr. Et après, on pourrait digresser des heures et des heures sur le sujet, mais on a deux usages, ou en tout cas 2 sources de volonté derrière l'usage de l'IA, qui sont le gain de productivité et réduire les biais. Sur ce deuxième, moi, je prends beaucoup de recul parce que l'IA, il faut l'entraîner. L'IA, il faut la programmer, il faut la paramétrer, et donc tu viens créer d'autres biais. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Moi, je me pose vraiment beaucoup de questions là-dessus. Ouais. Non, c'est un gros sujet, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet, quoi. Ok, donc du coup, pour toi, c'est, en tout cas dans le volume de candidatures qu'il y a, ça peut être un piège, parce que derrière, il faut quand même avoir les équipements en conséquence. Ce qui est top, par contre, c'est que tu viens driver naturellement de la candidature ou de l'attrait. Après, est-ce que les gens viennent pour les bonnes raisons? C'est ça le deuxième risque. Et nous, notre enjeu, et notamment une de nos prios cette année, c'est de rendre les annonces les plus filtrantes possibles. Pas en disant on ne te veut pas, etc., mais en expliquant justement ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi le métier? Celui-ci, ça demande du porte de charge. Et après, c'est à toi de faire le choix, mais en tout cas, on te l'a dit et on peut filtrer ne serait-ce que là. Et c'est OK que tu postules pas si tu peux pas. Si ce métier demande à ce que tu travailles le week-end, mais que tu n'es pas disponible ou que tu ne veux pas pour une organisation personnelle, etc., c'est pareil, c'est totalement OK, mais viens pas appuyer sur candidater, s'il te plaît, parce que de toute façon, on n'ira pas au bout. C'est ces questions de préqualification qui sont noir ou blanc, sur lesquelles nous, on va essayer de gagner du temps pour tout le monde, même pour le candidat, parce que s'inscrire dans un process, faire son CV, déposer son CV, etc., c'est de l'énergie, c'est du temps. Mais là, je trouve qu'on est exactement sur l'enjeu de notre question, en fait. C'est-à-dire que parfois, la fiche de poste, elle peut être à 80% pour toi, et il y a 20% qui sont très importants pour l'entreprise. Et toi, tu te dis, si ça marche d'une manière ou d'une autre, on trouvera une manière de faire, tu vois. Parce que j'adore la marque, en fait. Exactement. Et quoi qu'il en soit, je suis prêt ou prête à faire des concessions sur une partie du job ou sur d'autres critères de choix parce que j'aime la marque. On a des gens qui postulent 5 fois sur un même métier. On a des gens qui postulent, comme tu le dis un petit peu, sur plusieurs métiers et qui seraient capables de postuler en disant moi, je veux juste bosser chez Ikea. Et après, je m'adapterai, j'apprendrai. Mais oui, il y a ça. Ouais. Après, je pense que le risque, pas pour nous, mais pour le candidat, c'est de se dire j'adore cette marque et commercialement, je peux m'y retrouver, je peux garder cet amour-là. Et par contre, c'est quoi la culture
de l'entreprise derrière et est-ce que je m'y retrouve? Et parfois, ça peut ne pas être le cas. Et notamment, tu vois, si je reprends cette organisation, ce fonctionnement de l'entreprise, tu peux adorer une marque, mais ne pas te retrouver dans l'organisation. Comme avec tes potes, tu peux être très, très attaché avec certains amis qui sont presque ta famille, et moi, c'est mon cas, et à la fois, ne pas te retrouver dans certains traits de personnalité ou certaines convictions. Ça t'empêche pas de les aimer profondément. Et tu vois, il y a ce parallèle-là qui est très, très fort, je pense. Mais du coup, je trouve que ça pose une autre question. Je me place du point de vue du candidat, tu vois, et je me dis, est-ce que c'est bien vu, par exemple, de postuler sur différents métiers chez un recruteur, tu vois, sachant que toi, ta motivation, tu le sais, c'est que tu veux bosser, toi chez Patagonia, moi chez Spotify, tu vois, et que du coup, on va postuler X fois sur des métiers qui sont sensiblement pareils, mais qui sont quand même pas exactement sur le même scope. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas du tout? Je te dirais que oui et non. Une réponse de Normand, même si je suis pas Normand. Oui, parce que pour le coup, tu vas éprouver le critère, si ça reste un critère aujourd'hui, mais j'ai un peu du mal avec ça, mais de motivation. C'est-à-dire que la personne qui va postuler 10 fois après 10 refus, peut-être 10 process où elle a été au bout, mais qui postule, on peut pas me dire que la personne n'est pas motivée pour intégrer la boîte. Donc ça, pour ça, oui. Moi, le conseil que je donnerais, c'est que malgré tout, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les postes qui sont sélectionnés. Et si demain, tu viens postuler sur un poste, je dis une bêtise, mais de marketing, le lendemain sur un poste plutôt RH et le surlendemain sur un poste plutôt de sales, là, ouais, je vais aller te challenger sur mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et oui, tu as très, très envie de rentrer dans la boîte. Par contre, mon rôle, en tout cas moi de recruteur aussi, c'est de valider l'adéquation, ton fit par rapport au poste, au-delà de la marque, et ton fit par rapport au poste. Donc, il va falloir que tu m'expliques aussi, parce qu'un des biais qui peut se créer, c'est de se dire c'est quelqu'un qui va virevolter de métier en métier et qui ne saura pas trop, je ne sais pas comment je vais le gérer aussi derrière. Ouais, je comprends. Oui, et ça reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, quand tu postules, tu as quand même besoin de regarder ce qu'est la réalité de l'entreprise derrière le logo. Et donc, ça, vous, du côté du recruteur, vous faites un travail de communication dans les offres, où vous mettez vraiment ce qui est important, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais c'est quoi les autres éléments à disposition du candidat pour justement comprendre la réalité des métiers d'IKEA et les enjeux en fait, de l'entreprise pour pouvoir être bien informé et postuler avec le bon angle avant d'y rentrer en fait? Le gros travail qui a été fait par les équipes sur les 3 dernières années, donc au-delà de la description des postes qui est hyper importante et comment on vulgarise des fiches de compétences, des fiches de poste dans un jargon très interne sur une annonce qui est du coup qui parle à quelqu'un et qui vulgarise, ça c'est vraiment très important. Mais ça a été de tourner des vidéos d'explication de nos métiers en parlant de nos collaborateurs sur des métiers à la fois hyper volumiques, le métier de vendeur par exemple, ou de responsable de relations clients, mais aussi sur des métiers sur lesquels on avait besoin de parler. Donc les métiers de la logistique, et notamment sur le fait qu'on a aussi des femmes dans la logistique, on a aussi des femmes dans des postes de management dans la logistique, et ça c'est très bien, donc on a essayé de le mettre en avant parce que ça pourrait être un frein pour une femme de postuler en se disant oui mais dans d'autres boîtes je sais pas. Donc nous on a voulu essayer de casser ça, expliquer certains métiers qui sont assez spécifiques à IKEA sur de l'employé de reconditionnement, des métiers justement de visual merchandiser ou d'archi d'intérieur et qu'est-ce que c'est le quotidien chez nous. Et, donc ça par exemple, admettons que quelqu'un nous écoute là et il ou elle est intéressé, on les trouve où ces ressources-là? Tu les trouves sur les offres, tu les trouves sur la page YouTube IKEA, travailler chez IKEA. Pour le coup, alors je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé l'épisode, mais on est en train de refaire toutes ces vidéos parce qu'on est arrivé en fin de droit de l'image et en fin de droit d'utilisation. Et là, on va essayer de passer le next step. Le step 1 était pour moi, on fait parler les collaborateurs et on arrête de parler en tant qu'IKEA.
parce que c'est plus vrai et c'est plus écouté par les candidats. Le step Mhm. 2, là, c'est d'arriver à faire générer le contenu par les collaborateurs. Donc nous, on était Ah, encore waouh. à faire venir une agence, Mhm. de filmer, de scripter une partie, tout en laissant le Mhm. collaborateur avec son ton de C'est voix, les etc. UGC marque employeur. Exactement. Là, l'idée, c'est de faire de Trop bien. l'UGC. Mais alors, attends, c'est hyper intéressant. Du coup, ça veut dire que vous formez, vous incitez les collaborateurs en interne à prendre leurs réseaux sociaux perso-pro, enfin, je sais pas trop où est la limite, mais et à pouvoir, par exemple, je sais pas, filmer un vlog dans un entrepôt, par exemple. T'as plein de choses en fait Mhm. qui sont possibles. La première action, ça a été il y a 3 mois, 4 mois. On a lancé un programme d'ambassadorat qu'on a appelé Iconisk. Et donc l'idée, c'était de pouvoir identifier des collaborateurs qui ont une appétence pour les réseaux sociaux Mhm. et qui, sur leur temps perso, viennent déjà poster. Ok. L'idée, c'est de pouvoir... Donc, on a identifié Instagram, LinkedIn et TikTok comme les 3 réseaux sociaux les prioritaires. Mhm. L'idée, après, c'était de pouvoir leur expliquer un peu les codes des réseaux, pouvoir aussi créer cette dynamique de communauté et de groupe pour qu'ils puissent échanger et s'échanger les bonnes pratiques, les armer sur quelques formations. Et là, il faut qu'on passe le step 2. Mhm. Et donc, l'idée, nous, sur la partie marque employeur, c'est de se raccrocher à cette stratégie-là, à cette cohorte de personnes ou des personnes aussi qui ne sont pas dans les ambassadeurs, et de se dire, bon, bah voilà, nous, on a besoin de contenu, vous aimez en créer, on a envie de vous donner la parole. Donc, ça peut être du contenu qui sera utilisé en interne, externe sur les offres et sur des explications métiers. Et la deuxième chose, c'est, oui, vous pouvez communiquer sur vos réseaux personnels. Voilà le cadre, et après, Oui. vous êtes libre dans le cadre. Mhm. Mais peut-être plus sur le quotidien, sur je vous emmène dans ma journée ou des choses comme ça. Nous, on Mhm. va avoir un besoin très rapide sur des vidéos métiers et d'explication des métiers. Mhm. Donc, on essaye de surfer sur cette communauté pour... Mhm. J'ai, je sais pas si tu avais vu sur TikTok, il y a une vidéo. Donc là, on est sur le métier de l'ingé son, des ingénieurs son de concert, par exemple. Et il y a une vidéo qui a fait des millions de vues d'un ingé son qui filme juste pendant 10 secondes comment on rentre un camion dans un zénith. Voilà, et le truc a fait des millions de vues et ça a été un énorme buzz, des conversations dans les commentaires sur ah mais du coup le métier d'ingé son, il y a ci, il y a ça. Et en fait, ce que tu dis c'est hyper puissant parce que parfois ce qui va capter l'attention des gens, c'est vraiment des détails sur des métiers qui sont hyper cocasses ou alors hyper singuliers, etc. Et qui du coup vont attirer l'œil sur un métier à un instant T. Donc Ouais, je trouve ça hyper malin de dire que en fait les UGC marque employeur c'est le futur. Et je trouve que ça vient aussi à la croisée d'un sujet qui est le personal branding sur les trajectoires de carrière. Pour le coup, là, moi, je connais très bien ce sujet pour accompagner des gens dans leur trajectoire de carrière. Et le fait de pouvoir prendre la parole sur son métier, sur sa trajectoire professionnelle, sur ce qu'on apporte, sur sa valeur, etc. Demain, les gens, ils sont plus chez Ikea, chez vous. Ils ont construit quelque chose qui a de la valeur aussi pour une prochaine entreprise. Et eux, en termes d'opportunités de carrière, ailleurs, quoi. C'est exactement ça. Et tu pointes à un point qui est hyper important, je pense, et sur lesquels les entreprises ont commencé à prendre conscience, mais on en est, je pense, qu'encore au début. C'est que les hommes ne nous appartiennent pas. Notre rôle, c'est de les rendre employables, de les développer. Et ce type de choses, et tu vois, moi, je l'ai éprouvé. Ça fait 1 an et demi que je poste très régulièrement sur LinkedIn. Mais à côté de ça, je me suis formé à utiliser Notion, à utiliser Canva, à utiliser CapCut. J'ai progressé dans ma prise de parole en public en faisant du face caméra. Et c'est très compliqué de faire une prise de parole devant 300, 600 personnes. Par contre, c'est, je pense, tout aussi compliqué que de se retrouver chez soi face à un téléphone ou une caméra et à se filmer solo. C'est très bizarre. Et en fait, je pense qu'on sous-estime presque ces talents d'à côté qui sont pas travaillés pendant le temps de travail. On parle de math skills, etc. Et je sais pas s'il faut mettre un terme, mais en tout cas, il y a peut-être pas assez la place aujourd'hui sur ces talents-là. Et c'est parfois encore mal vu ou mal compris de se dire, bah tiens, tu fais de la création de contenu, t'es influenceur maintenant. Ouais, mais je pense aussi qu'il y a une peur de mal prendre la parole
Ouais. sur une entreprise et que derrière, ça puisse se retourner contre toi dans l'organisation, tu vois. De livrer une vérité sur ce qu'on pense être la réalité de son poste, de son entreprise, etc. Je sais pas si vous validez tous les contenus UGC qui sortent, mais il y a quand même aussi une exposition de la part du collaborateur de dire bah voici mon parti pris. Et en fait, j'ai peut-être 2-3% d'incertitude sur le fait que ça va plaire à la hiérarchie, quoi. Ouais, totalement. Et tu vois, ça, c'est un des points où je pense que l'entreprise doit être transparente sur son mode de fonctionnement parce que tu as des boîtes. Moi, j'ai la chance. Tu vois, tout à l'heure, je te parle de la réunion, je te parle de l'organisation. On pourrait se dire, attends, en fait, est-ce qu'il est positif envers Ikea et sur l'organisation? Moi, j'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était pas bien. Juste, c'est comme ça. Et après, tu t'y retrouves pas. Tu as certaines personnes qui sont dans d'autres boîtes qui pourraient se dire, ah oui, mais non, ça, je peux même pas le dire parce que la com va passer derrière. Moi, j'ai aucune validation de l'équipe com et je suis assez libre. Et en soi, tu vois, là-dessus, on a une ligne directrice sur fais des erreurs. Il y a un cadre et moi, pour le coup, je suis assez sensible au sujet de charte graphique, au sujet de branding, etc. Par contre, on vient quand même l'expliquer. Mais on vient suivre cette ligne directrice. Je sais que tu as certains podcasts qui n'ont jamais été diffusés sur des personnes parce que la boîte ne l'a pas validé. J'ai pas de relecture derrière d'IKEA sur ça. Ouais, je comprends. Ouais, mais je te rejoins sur le fait que, en fait, tous les sujets qu'on évoque, c'est aussi à la croisée de transformation du monde du travail, en fait. C'est-à-dire que avant, on était vraiment sur ces carrières longues, tu restais très longtemps chez l'employeur, il n'y avait pas forcément besoin de prendre part à ces discussions, l'entreprise poussait pas forcément pour ça. Et aujourd'hui, on est dans un contexte qui est drastiquement différent qu'il y a quelques années. Ah bah, tu as un rapport de force qui est déjà totalement différent entre le candidat et l'entreprise, et ça, je pense que tout le monde n'a pas encore compris. Que l'apport, il doit être vraiment mutuel et pas unilatéral. Et que la personne, elle peut rester 4 ans chez toi, aller... ce que le fils du fondateur chez nous dit, aller se faire une formation en externe et revenir. C'est très bon. J'aime cette... Et c'est ça. Et tu vois, je pense que la première étape, c'était comment on arrête de parler que de parcours verticaux et comment il peut y avoir dans une même entreprise des parcours zigzag. Demain, mais je pense que c'est demain où il faut prendre la prise de conscience, il peut y avoir des parcours zigzag inter-entreprises. Ouais, je suis d'accord avec toi. Trop bien. Et alors, du coup, j'avais une question qui me taraude. Je me demandais, est-ce que, parce que vous avez quand même un vivier de clients énorme, je n'imagine pas les chiffres de fréquentation des magasins et du site. Est-ce que ce vivier de clients qui est monstrueux, est-ce que pour vous, c'est un potentiel, c'est autant de potentiels candidats? Et comment vous exploitez ça? Pour moi, ça l'est de façon indéniable. Et on l'a dit, chaque candidat est à peu de choses près consommateur ou l'a été ou est affilié à un moment donné avec Ikea. On ne demande pas encore la carte de fidélité pour postuler, mais on pourrait. Mais pour répondre à ta question, c'est non. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Et ça fait partie de nos réflexions. Mais pour autant... En fait, je vais pas forcément me faire aimer de toutes les équipes, mais on rencontre le même problème que des boîtes comme Air France. Valérie, je te fais un petit coucou. Qui doivent se battre dans la roadmap marketing parce on commence de plus en plus, et si on revient au sujet, à parler d'une seule marque. Moi, ma croix du moment, c'est de se dire, est-ce qu'on doit vraiment parler de marque employeur ? Et est-ce que c'est ça qui va attirer le candidat? Non, pour moi, et on l'a dit, c'est d'abord la marque. Et après, par contre, je viens m'intéresser. Et si je fais l'analogie à la pêche, je viens appâter. Une fois qu'il est appâté et qu'il est à mon hameçon, il faut que je le garde. Donc, qu'est-ce que je viens lui dire qui vient le transformer, le convertir en collaborateur et en candidat. Donc, comment je passe du consommateur au candidat et puis au futur employé?
comment je m'assure que oui, il est attiré par la marque, mais la culture d'entreprise, qu'on se disait encore tout à l'heure, vient être OK. Et donc, nous, on fait tout ce travail là en ce moment sur une seule marque, One Ikea, et comment on peut communiquer et avoir des communications qui ne soient pas commerciales et employeurs. Mais jusque-là, c'était notre enjeu. Et donc, moi, sur la partie recrutement et sur la partie explication de nos métiers, je me bats entre la Billy, la Calax et la cuisine. Quand une Valérie sur Air France, elle va se battre entre le bagage cabine et la promo sur l'abonnement Gold d'Air France. Et voilà. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de canal concret? Quand tu dis je me bats entre la Billy et la Calax, ça veut dire quoi? Par exemple, sur une base d'emailing, sur une liste d'emailing, De façon plus simple, tu peux parler réseaux sociaux aujourd'hui. De façon très concrète, le réseau social RH, c'est LinkedIn. Donc, on va se dire que toutes les communications prioritairement sur la marque employeur, on va les faire là-dessus. Concrètement, si on revient à notre consommateur, j'ai plus en tête le nombre de comptes LinkedIn qu'il y a en France, mais c'est pas toute la France. C'est quand même très RH. Et je pense qu'on fait une erreur parfois sur les entreprises qui communiquent sur la marque employeur à se dire c'est bon, j'ai communiqué sur LinkedIn ou j'ai posté mon post sur LinkedIn. Ouais, en fait, tu as touché les RH. Donc, si tu cherches du logisticien, c'est peut-être pas forcément la bonne cible. Par contre, notre consommateur, il est où? Il est sur TikTok, il est sur Instagram, il est sur Facebook, en fonction de la tranche d'âge et de la catégorie socio-professionnelle. Et là, on va plutôt être sur de la communication commerciale pour nous. Donc, c'est de se dire, si demain, je veux faire une campagne sur les valeurs et qu'est-ce que ça veut dire dans notre process, il va falloir que je trouve un créneau. Alors déjà, c'est pas moi qui ai le budget. Parce que ça veut plutôt être un budget marketing avec des agences marketing. Mais j'ai pas forcément le créneau de communication qui m'est bloqué tout de suite parce que pour nous qui sommes plutôt dans une aspiration RH et les gens qui s'occupent du marketing le comprennent aussi, mais il n'y a pas un rapport direct au business, au chiffre d'affaires et un ROI. Donc, c'est difficile de se dire je vais faire une campagne pour mon alternance. Ça a été vu, on a fait 4 vidéos cette année. Les 4 ont fait entre 2 et 4 millions de vues sur TikTok. Pour autant, combien de candidats réellement et de candidats qualifiés et qu'on a transformé en employés, ça nous a apporté? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, non, c'est intéressant. J'aime beaucoup la question de est-ce qu'on est une marque globale ou est-ce qu'on est une marque plus une marque employeur. C'est un vrai gros sujet. Et donc, du coup, on se disait tout à l'heure que la première étape, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le logo en termes d'entreprise. Et puis, une fois qu'on rentre dans le process, qu'on a passé le premier filtre, en fait, le candidat, il va aussi pouvoir s'assurer tout au long du parcours de recrutement que c'est une entreprise qui va lui plaire ou non. Et donc, toi qui es un pro du recrutement, qu'est-ce que tu conseillerais aux candidats de regarder comme signaux tout au long de ce process-là et qui vont donner des signaux sur la culture d'entreprise et in fine lui donner une réponse de oui ou non, est-ce que ça me convient quoi? Pour moi, le process de recrutement est vraiment... pour moi, pour tout le monde dans le recrutement et la marque employeur, on dirait tout ça, mais fait vraiment partie de ça. Et la manière dont tu recrutes, la manière que tu as de recruter les gens est un vrai reflet, je pense, de la façon que tu as d'animer les gens derrière. Donc, mon message aux candidats, ce serait de se dire si dans une entreprise, pas forcément Ikea, mais partout, mais dans un process de recrutement, si tu sens qu'il n'y a pas de care, que la personne n'est pas sa priorité, alors que le recrutement devrait être sa priorité, il lui manque quelqu'un dans son équipe, il y a un trou dans la raquette, même si tu n'as pas un impact direct sur le business, il y a un impact quoi qu'il arrive. Donc, si tu n'es pas sa priorité, que la personne met un mois à te faire un feedback ou à te convoquer ne serait-ce que pour un entretien, moi, je me pose la question de me dire, est-ce que demain, quand je serai le collaborateur de cette personne, est-ce que je serai sa priorité? Mais je pense pas. Et tu vois, je me dis, je essaye de me faire mon propre avocat du diable. Je me dis, si la personne est totalement sous l'eau, ça prend 2 minutes de faire un mail ou un petit message ou d'appeler en disant écoute, je t'ai pas oublié. Par contre, là, c'est très compliqué. Où on est en réorg. Remettre du contexte, quoi. En tout cas, je communique.
Et si je sens pas le care et je sens pas derrière l'explication ou la communication, et après c'est peut-être un besoin très personnel aussi, hein. Mais là je me dis, waouh, demain, je vais avoir un problème, je vais voir mon manager, il a pas le temps et il me laisse tout seul dans la mouise et il n'y a pas de communication, je serai en difficulté en tant que collaborateur, donc est-ce que j'ai envie de continuer? Non. Donc ce serait peut-être le premier signal. Après, ce serait de regarder c'est quoi le contenu réel du poste, c'est quoi et peut-être même avant ça, si je fais le parallèle avec le manager et son recruteur, ils ont pris lors d'un kick-off normalement les besoins du poste, quel est le profil que je recherche. Et bah, du même côté, je dirais aux candidats, n'hésitez pas à vous dire mes prios en ce moment, moi, et je dis bien en ce moment parce que les prios, elles peuvent évoluer. Oui, bien sûr. Je peux avoir une situation personnelle qui fait que là, bah, oui, le salaire est en top 1 de mes besoins et que l'équilibre vie pro le deuxième. Et peut-être que dans 2 ans, ce sera autre chose et que le parcours de grandir, ça reviendra devant. Donc, je me dirais de bien être clair avec soi-même sur c'est quoi mes besoins à l'instant T. Est-ce que le poste répond ou est-ce qu'il y a des no-go que je peux tout de suite cibler ou aborder après avec le recruteur? Et après, de m'assurer que j'ai bien compris le contexte du poste et de voir si avec ma méthode de fonctionnement, ça peut matcher. Ouais, donc c'est ça, c'est être vraiment à l'écoute sur tous les points de communication et de relation. Je pense que le maître mot, on a beaucoup parlé de transparence en 2025. Je dirais que, je sais pas si le mot 2026, ce sera l'alignement, mais je pense que c'est important que et l'entreprise en interne soit alignée sur on cherche tel profil et en tout cas le recruteur et l'hiring manager qui sont alignés, mais aussi que le candidat soit aligné avec lui-même et qu'après on cherche l'alignement entre l'entreprise et le candidat. Ouais, complètement. Et du coup, si on prend ce use case IKEA là, sur le processus, l'expérience candidat, c'est quoi les points clés de l'expérience candidat chez vous? Les points clés, le premier, c'est qu'on se tutoie. Alors, on demande l'accord du candidat, bien entendu, mais derrière, il y a la valeur de simplicité qui fait partie des valeurs d'IKEA, mais aussi des valeurs de la culture suédoise et de la simplicité dans la relation. Donc, derrière le tutoiement, c'est pas la proximité qu'on recherche, mais c'est plutôt la simplification et ce qu'on utilise un peu dans le quotidien. Et après, c'est les valeurs, et donc qui sont notre première étape dans le recrutement. Donc, aujourd'hui, comment ça se compose? C'est un échange avec le recruteur et on vient pas juger les valeurs du candidat, mais on vient vérifier l'adéquation ou le fit du candidat avec les valeurs de l'entreprise. On vient pas évaluer les valeurs du candidat, mais le fit avec les valeurs de l'entreprise. Demain, on aura un outil qui nous permettra aussi, donc là, tu vois, on n'est pas sur de l'IA, on est sur de l'automatisation, mais un questionnaire qui permettra d'avoir le mapping de ce culture fit du candidat et qui permettra au recruteur, avant même de regarder le CV, de regarder ce mapping et avoir un ranking un peu des meilleures culture fit. Le risque, et ça c'est quelque chose qu'on a identifié, c'est de ne pas avoir de culture ad ou de faire attention de bien le sécuriser et de ne pas avoir que des clones. C'est pas le but. Mais une valeur comme, je sais pas moi, la conscience des coûts, par exemple, qui est une des 8 valeurs clés chez IKEA, peut s'exprimer différemment d'une personne à l'autre. Et donc, c'est là où on va aller rechercher ce culture ad sur la valeur, elle bouge pas, il y a un fit, le fit, il se fait d'une façon différente. Et ça, c'est une des étapes clés. Nous, on forme nos managers aussi au recrutement autour des valeurs. Il y a un événement mondial tous les ans qui s'organise par le groupe où on fait venir 2 recruteurs de chaque pays. Donc c'est le Value Based Recruitment Event. Ça se passe à Helmholtz, là où le fondateur a fondé IKEA, il a vécu et il est mort là-bas. Mais donc les valeurs sont très très importantes. Et après, globalement, on a un entretien recruteur, un entretien avec le manager et un entretien avec ce qu'on appelle le grand-parent chez nous, qui est le futur N+2. D'accord. Pour vérifier la potentialité et la projection plutôt high level de la personne. Okay. Donc à partir du moment où la personne a rencontré le grand-parent et qu'éventuellement il y a une offre, on arrive au moment du choix. Et ça,
pour accompagner beaucoup de talents aussi dans leur réflexion et la manière dont on va hiérarchiser les critères de décision. C'est toujours un moment assez compliqué. Donc, si je schématise, en gros, dans la balance qu'on a, dans le choix d'un boulot ou non, il y a le salaire, le contenu du job, la qualité qu'on va avoir avec l'équipe, donc est-ce qu'on est productif ensemble, est-ce qu'on a des bonnes relations humaines, la culture de l'entreprise, les possibilités d'évolution. Comment est-ce qu'on fait pour placer son curseur ? Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur comment pondérer ces critères, en fait ? Pour le candidat, tu veux dire ? Ouais. Je pense, et l'avantage, tu vois, qu'on va avoir, c'est que très très bientôt, les histoires de rémunération, le curseur sera placé dès le début. Et tu vois, tu parles de la transparence salariale. Exactement. Nous, on a avancé très fort dessus, et depuis 2 ans, on a une roadmap qui est consistante et du coup qui va être pérenne dans le temps. J'essaierai dans mes critères de me dire qu'est-ce qui est du must et qu'est-ce qui est du nice. Est-ce que j'ai vraiment... ou alors quels sont les minima. Et donc j'essaierai d'avoir cette approche-là. Ouais. Bon, après, moi, je suis très bleu dans le disque, et donc je vais avoir une matrice, etc. Mais de me dire, mon minimum salarial, c'est ça, c'est OK. Est-ce que c'est ma prio 1, 2, 3 Si j'ai pas... Donc, j'ai mon minimum. Si c'est au-dessus, qu'est-ce qu'il me faut de plus et quel est le minimum sur... je sais pas, l'équilibre du pro-vie perso avec le télétravail, par exemple. Ouais. Ce chose-là, j'irai comme ça, j'essaierai sur les 4-5 gros aspects qui sont pour moi, de me dire c'est quoi les minima, et d'essayer de trouver le meilleur fit possible, sans me dire que de toute façon, je cherche la perfection, parce que sinon, autant arrêter de chercher. Ouais, c'est clair. Moi, pour les gens que j'accompagne, j'ai créé un espèce de tableau où je les fais lister les critères importants, et ensuite on pondère. Donc on essaie de voir qu'est-ce qui est important, on les rank comme ce que tu dis, et ensuite on a un espèce de total. Et puis après, ça donne des critères objectifs. Parfois, il y a l'affect aussi qui rentre en jeu dans le choix, et ça pèse aussi souvent dans la balance. Totalement. Mais du coup, j'en arrive à ma dernière question, qui est la réponse à notre question initiale. Après tout ce qu'on s'est dit là sur ce sujet, finalement, aimer une marque, est-ce que c'est une bonne raison d'y postuler ou non ? Est-ce que c'est la bonne raison de s'y intéresser ? Oui. Est-ce que c'est une bonne raison d'y postuler ? Oui, si et seulement si. Je m'intéresse aussi après à ce qu'ils font, et si les jobs peuvent correspondre à ce que je recherche. Trop intéressant, pardon. Trop intéressant. Merci beaucoup, Benoît. J'ai une dernière question pour toi, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu pourrais convier 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, bref, qui tu veux, qui seraient là tout au long de ta carrière pour te conseiller. Qui est-ce que tu mettrais dedans ? Ça a été très, très dur. Il y a une personne que j'ai mis tout de suite, qui est Karine Havas, qui est aujourd'hui chez Bureau Veritas, avec qui j'ai déjà travaillé chez Ikea, qui était ma CFO. Que je la prendrais les yeux fermés. Donc plutôt sur le pavé financier commercial. Sur la partie RH, j'ai jamais bossé avec ces 2 personnes, mais c'est des noms qui me reviennent souvent sur le RH. C'est Audrey Richard de Canal et Mathilde Lecause de Mazars. Ouais. Et après, sur la communication, j'ai pensé à quelqu'un, mais qui n'est plus de ce monde, mais que j'aurais adoré avoir dans mon codir, c'est Xavier Rivoire. Qui était responsable de communication chez Decathlon, qu'on a perdu il y a quelques années, qui avait travaillé à l'équipe, etc. Quelqu'un de très, très, très inspirant. J'ai eu la chance de le croiser. Bon, il y a quand même pas mal de personnes que tu as déjà croisées. Ouais. Ou en tout cas que tu pourrais, je pourrais contacter. Ouais, trop bien. Bon, je te souhaite de vivre ce dîner de board de rêve très plaisir. Bientôt. Merci beaucoup, Benoît, pour tous tes partages. Merci à toi, Léa. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Benoît Thieb. J'espère qu'il vous aura donné un autre regard sur les marques que vous aimez et sur celles auprès desquelles vous postulez. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute.
Et si vous êtes en pleine réflexion professionnelle ou en train de viser une entreprise coup de cœur, rappelez-vous que derrière chaque logo, il y a une culture, des métiers, des besoins business, des façons de travailler singulières. Et c'est en explorant tout ça que vous ferez un choix vraiment aligné. Merci encore à Benoît pour son regard sur ce sujet inédit et merci à vous d'être là semaine après semaine à écouter les épisodes du Tilt. À bientôt!